c'est bio, la cantine, du bio à la cantine, du fantasme à la réalité. On rappelle évidemment ces objectifs Egalim que vous connaissez tous. On en parle depuis ce matin. 50% de produits dits durables et de qualité, dont 20% de bio. Alors, dans ce rendez-vous, on va entendre des retours d'expérience, du moins un retour d'expérience des Crous, dont l'une des activités est d'assurer la restauration des étudiants. En 2024, le réseau des Crous, dans sa stratégie de transition écologique, a pris un engagement, plus de bio dans les repas servis aux étudiants. Alors, où en sont les Crous un an plus tard, dans la part du bio dans la pro, quels sont les leviers engagés, et puis éventuellement, quelles sont les difficultés rencontrées? C'est ce que vous allez nous dire, Dominique Francon. Vous êtes conseiller de la présidente en charge de la restauration et des achats pour les Crous. Bienvenue, Dominique. Merci beaucoup. Je vous donne la parole dans un instant, évidemment. On verra également dans ce rendez-vous comment les filières bio s'organisent pour répondre aux besoins de la restauration collective et aux besoins de la restauration scolaire. Avec vous, Thomas Brezet. Vous êtes président fondateur de la coopérative Manger Bio Sud-Ouest. C'est une plateforme de commande de produits bio et locaux dédiés à la restauration. Vous aussi, vous avez multicasquette, puisque vous êtes également dirigeant du groupe Quinoac et vice-président du Synabio, le syndicat des entreprises bio, et président de la commission restauration de l'agence bio. Vous avez le temps, vous avez des week-ends parfois entre toutes ces fonctions? Oui, tout à fait, ouais. Oui. C'est très cohérent tout ça. Bon. Et puis enfin, on verra également dans ce rendez-vous, on vous présentera un outil pour augmenter la part du bio sur les fruits et légumes avec vous, Michael Dubois. Bienvenue, Michael. Vous faites partie du comité RHD Interfel et directeur de la restauration de la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. C'est ça. Merci. On commence avec vous, Dominique. Les Crous, on l'a dit, les Crous qui donc sont fixés des objectifs concernant la part du bio dans l'approvisionnement. Mais peut-être avant, présentez-nous le Crous en quelques chiffres, voilà, avec un zoom particulièrement sur la restauration. Oui, les Crous, je vais me cibler sur la restauration parce que j'ai bien compris le message. On a commencé en retard, mais il faut finir à l'heure. Donc non, on a quand même 20 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que c'est la pause qui saute. C'est ma pause qui saute. Les Crous, en termes de restauration, c'est un peu plus de 950 points de vente, donc France métropolitaine, mais également en Corse, aux Antilles, à Mayotte, à La Réunion. Donc voilà, on couvre assez bien le territoire. On a un découpage original, très administratif. On est collé sur les académies et non pas sur les régions et les départements. On a à peu près 7000 agents permanents qui travaillent en restauration, plus quelques milliers de CDD, notamment des CDD étudiants, puisque ça fait partie aussi de notre job en direction du monde étudiant. Concernant plus spécifiquement le sujet qui nous intéresse ce matin, donc les achats d'une manière générale, on a une structuration assez originale puisqu'on a une partie d'achats nationaux, une partie d'achats à la main de chaque établissement pour un volume d'achat annuel d'à peu près entre 140 et 150 millions d'euros TTC. Si on regarde les objectifs Egalim, on en est en zoomant sur le bio puisque telle est votre demande. Je fais un parallèle, c'est un escalier à plusieurs marches et on n'a pas été les meilleurs au début. C'est-à-dire en clair, on est parti plutôt du bas de l'escalier. Et avec un premier sujet qui était la qualité et la fiabilité de la mesure. C'est-à-dire lorsqu'on déclenche des plans d'action, c'est bien d'avoir un thermomètre pour voir si on atteint les objectifs ou pas. Donc ça a été le travail préparatoire, le back-office, si je puis dire. Et aujourd'hui, juste pour vous donner les chiffres du mois de mai, puisque nous sommes en juin, qu'on a un reporting mensuel, donc le mois dernier, nous étions à 36% d'Egalim, 14% de bio. Donc, vu qu'on est parti, non pas de zéro, mais pas loin de zéro. Vous étiez à combien? Vous êtes parti de combien? Les premières mesures, et je ne garantis pas la fiabilité, on était à 3% de bio et 10% psycho, pour faire simple. Donc, une progression spectaculaire en 3 ans. Et j'ai essayé de vous expliquer les leviers qu'on a activés. Ouais. Ils sont de 3 ordres. Il y a un levier humain, les agents. Il y a un levier technique, les techniques de passation de marché et l'organisation, et il y a un levier argent. Ça semble être évident. Je commence par le plus simple, qui dans la réalité est le plus compliqué, c'est le levier argent. Alors on a eu une double chance quelque part. Une chance, on a candidaté à un dispositif qui s'appelle les fonds verts de l'État et on a été éligible à ce dispositif, c'est-à-dire qu'on a gagné, j'allais dire la timbale, mais ce n'est pas tout fait de la timbale, mais c'est quand même 3 millions d'euros. C'est bon à prendre en cette période un peu difficile. Mais je ramène les 3 millions d'euros à 150, il faut raison garder aussi. Mais ça met du beurre dans les épinards, pour être très trivial.
Ensuite, on a un système d'achat, je le disais, à 2 étages. Une centrale d'achat qui traite du volume et des achats locaux, c'est-à-dire à la main des Crous, qui traitent la famille de l'ultra frais, boulangerie, fruits et légumes, etc. Poissons frais. Notre centrale d'achat pratique un système qui est assez original dans le monde du public, c'est des remises de fin d'année. C'est quoi les remises de fin d'année? C'est le prix varie en fonction du volume réellement commandé. C'est pour ça qu'on appelle fin d'année, puisqu'on compte les points seulement à la fin de l'année par définition. Donc ça dégage des fonds, à peu près 3 millions d'euros par an en régime de croisière, 3-4 millions d'euros, qu'on réinjecte aussi dans le modèle. C'est-à-dire que ce n'est pas des économies qui partent ailleurs. J'entendais les collègues de l'hospitalier qui plaidaient leur cause à juste titre. Nous, on le réinjecte dans le modèle. Donc vous voyez que 3 plus 3, ça fait 6, ça commence à être significatif. Et ensuite, et là je rentre au levier humain, puisqu'il y a un lien direct, on a travaillé sur tout ce qui était recettes, sortir certains produits prêts à l'emploi de l'agro qui coûtent cher, qui n'ont pas forcément des valeurs nutritionnelles ou gustatives top, en fait, se remettre à la cuisine. Ça aussi, ça a dégagé des économies qu'on réinjecte dans le modèle. Donc, petit bout par petit bout, ça finit par faire quelques euros à la fin, si je puis dire, d'où le scoring Egalim qui est monté quand même relativement vite. Sur les aspects techniques, c'est lié, si on veut cuisiner, qu'on a des recettes, ça veut dire qu'il faut faire des investissements dans les équipements de restauration. Parce que si je prenais l'exemple des légumes frais, si vous n'avez pas de légumerie, ça ne sert à rien d'acheter des légumes frais, vous ne saurez pas quoi en faire. Idem sur les techniques de cuisson, on a beaucoup de formations en direction des agents. Et tout ceci est chapeauté ou emballé, je ne sais pas quel est le terme exact, par une stratégie de transition écologique, une stratégie nationale qui se décline en fonction de chacun des établissements au plus près du territoire, avec un certain nombre de grands axes. Et un indicateur qui nous semble être pertinent, plus spécifiquement concernant la restauration, c'est le bilan de gaz à effet de serre par repas servi. Il n'est pas tout à fait juste, mais globalement, il permet de benchmarker entre les Crous, d'une part, et de regarder les tendances. Donc, j'allais dire, c'est l'élément de motivation, de prise de conscience des agents. Finalement, comme tous les sujets macro, c'est à titre personnel, on se dit, je ne peux pas faire grand-chose, mais c'est la somme de petits trucs qui font un gros truc à la fin. Donc, c'est la stratégie qu'on a adoptée. Et quand je vois l'évolution des scores, je ne dis pas qu'on est en haut de l'escalier, mais en tout cas, on est sur la bonne pente. Et dans les leviers actionnés, vous avez également créé un bonus pour les restaurants universitaires qui scoraient, performaient au niveau du bio. Ouais, alors on a un truc qui est un peu machiavélique, mais il est plutôt sympa, c'est-à-dire que c'est un bonus sans malus. C'est-à-dire que je disais qu'on a un reporting tous les mois, donc on est capable de mesurer le taux typologie de SICO par typologie de SICO, dont le bio bien évidemment. Et celui qui surperforme a le droit à une prime, celui qui sous-performe, il n'a pas le droit à un malus, il a le droit à 0. Okay. Donc c'est un élément de motivation qui est bien connu. C'est je suis meilleur que le voisin et en plus j'ai un petit quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'un rue qui donc a des scores au-dessus de la moyenne nationale du bio, dans les rues, voilà, donc a un bonus. Alors vu du côté du centre national, c'est pas un rue, c'est un Crous. Ouais. Mais après, libre au Crous de répercuter en fonction de ses restos et de dupliquer le mode contractuel qui lie que nous, c'est Crous. Alors là, vous nous avez éclairé, vous nous avez dit quels sont les leviers que vous aviez actionnés. Concernant les difficultés, est-ce que vous avez rencontré des difficultés et est-ce qu'encore aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés dans l'appro en bio? Alors s'il n'y avait pas de difficultés, ça ne serait pas marrant, n'est-ce pas? Le constat qu'on fait aujourd'hui, et je reviens sur le score Egalim, c'est qu'on a, et notamment sur le bio, on a déjà des Crous qui dépassent les 20%. Mais comme la moyenne est en dessous de 20%, ça veut dire forcément qu'il y en a qui ne les dépassent pas. Ça semble une évidence. Donc aujourd'hui, nous, notre sujet, c'est de dire comment on fait en sorte qu'on ne décroche pas de wagon du train. En clair, les derniers, puisque ça engendre un classement, assez basique de type scolaire. Il y a un vert, il y a un orange, il y a un rouge. C'est très ancré dans le réflexe et dans le bulbe rachidien français et le cerveau reptilien. C'est comment on ne décroche pas, comment on fait en sorte que ceux qui sont le plus en retard rattrapent les autres, ce qui mécaniquement va monter la moyenne. Les difficultés, elles sont financières puisque suivant la structure budgétaire, je ne rentre pas dans les détails des Crous, mais notamment la part relative de l'hébergement et de la restauration, l'aisance financière d'un Crous peut varier. Donc ça, c'est aussi à nous essayer de gommer ces sujets qui sont des sujets structurels de fond. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au niveau de certaines régions, on parlait tout à l'heure d'appros locaux, français, etc., etc., sans être un grand géographe, mais me baladant partout en France, il y a des régions qui sont plus agricoles que d'autres.
Il y a des régions où la surface cultivée en bio est plus importante que d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a des régions où le marché est moins tendu, le rapport offre-demande entraîne des tarifications acceptables, d'autres, ce n'est pas le cas. Et si, c'est un phénomène conjoncturel qui explique aussi ces écarts. Donc là, c'est le travail avec des interprofessions pour essayer de créer des filières lorsqu'elles n'existent pas. Et un élément très important dans notre relation avec les producteurs industriels et distributeurs, c'est la durée des contrats. Ça n'a pas été évoqué ce matin, mais l'ancien appel d'offres pour 1 an, déjà, ça fait un boulot de dingue et il faut refaire le boulot, la même chose d'année en année. C'est de créer une visibilité, donc avec des marchés longs, mais comme on n'est pas tout à fait non plus une bonne relation, c'est une relation équilibrée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des indices de révision qui soient corrects, que tout le monde retombe sur ses pattes dans la vie du contrat. Et ensuite, on fait généralement, je regarde Marjorie pour qu'elle vérifie que je ne raconte pas d'ânerie, 2 ans fixes, 1+1 ou 1+1+1, mais en tout cas, a fortiori lorsqu'on demande à quelqu'un d'investir dans un outil de production ou dans une récolte, etc., il faut qu'il y ait une garantie d'avoir le marché sur une certaine durée, sinon plus personne ne répond. Donc l'enjeu aussi, c'est d'éviter rupture, tension également concernant l'impro-bio. Alors ça, c'est pas propre au bio. Ouais. J'ai tendance à dire, avec un peu de recul, c'est que on ne s'est pas tout à fait remis du Covid. Les grosses ruptures ont été post-Covid, 21-22, si ma mémoire est bonne, où ça a été laborieux pour tout le monde. Et on a plus la rupture perlée, mais il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des ruptures. Et quel que soit le distributeur, l'industriel. Donc voilà, on n'a pas d'explication, on les subit plus qu'autre chose. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai sujet. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience, Dominique. Vous restez avec nous et vous pouvez évidemment intervenir quand vous le souhaitez. Du bio à la cantine. Alors, en restauration scolaire, si vous étiez avec nous ce matin, Sylvie Doria, la présidente de Restauco, disait justement que les résultats étaient plutôt bons de la part du bio en restaurant scolaire. Comme quoi, finalement, c'est possible. De Thomas Brezet. Il reste quand même quelques freins au développement du bio en restauration scolaire aujourd'hui. On peut mieux faire ? Oui, bien sûr. Et on fait mieux tous les ans depuis 10 ans, 15 ans. Hier soir, j'étais dans le Lot-et-Garonne, à Tonins, et je remettais un label établissement bio engagé à une crèche, parce qu'elle a atteint 45% de bio l'année dernière, une crèche de 48 bébés et jeunes enfants. Il y avait le président de l'Aglo qui était là, et qui était extrêmement, et toute l'équipe était extrêmement satisfaite, les élus, parce que cette crèche en plus servait de pilote pour l'ensemble des crèches de l'agglomération. Ils sont à 80% de bio là, sur ce début 2025. On leur a remis ce label. Ils ont rejoint 271 établissements labellisés en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des petits, des gros, des moyens. Il y a des très grosses structures, comme par exemple le CIVU Bordeaux-Mérignac, qui est à 70% de bio maintenant, et des beaucoup plus petites, comme cette crèche hier soir. Et en fait, c'est une question à la fois, vous l'avez dit, de méthode, d'envie des équipes, d'accompagnement, de formation. Et c'est aussi une question de construction de filières, de construction d'outils. Nous, dans le sud-ouest, autour de Bordeaux, autour du Lot-et-Garonne, il y a 13 ans, on a créé une coopérative qui s'appelle Manger Bio Sud-Ouest. Cette coopérative, elle avait une fonction principale, c'était d'apporter plus de bio aux élèves. On avait des producteurs bio, des transformateurs sur le territoire, une envie de la part des cantines. Et entre les deux, pas de maillon intermédiaire permettant de faire la mise en relation. On a donc créé notre propre grossiste, notre propre plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme Manger Bio Sud-Ouest, donc c'est 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors là, c'est si on parle en euros, mais c'est surtout 1600 tonnes de matières premières bio aux 2 tiers issus du territoire, livrées dans les cantines de la région. Et notamment le Crous de Bordeaux et d'autres établissements. C'est une équipe de 17 personnes, donc c'est une mise en commun de moyens. Donc ça, c'est le fruit de 12-13 ans de travail. Et ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait. Les contrats pluriannuels nous aident à bâtir ces filières-là. Ce n'est pas je me réveille un matin et je veux 1 tonne de carottes bio devant ma porte sur le quai. Ça ne marche pas comme ça. En revanche, si vous exprimez un besoin, les filières bio sont capables d'y répondre. En tout cas, moi, c'est ce qu'on... Je rebondis là justement. Est-ce qu'aujourd'hui, les filières bio sont capables de répondre aux besoins de la restauration collective ? Eh bien, je pense qu'effectivement, au cours des années passées, on a montré une capacité à s'organiser et à y répondre. Moi, si je prends mon exemple personnel,
Moi, je suis à la tête depuis 10 ans d'une laiterie que j'ai repris dans le Périgord qui s'appelle Péchalou. Il y a 10 ans, cette laiterie, c'était 18 personnes, 18% de bio, ce qui était déjà pas mal. Et on collectait un producteur en bio et 50% de son lait bio, on le déclassait. On a, et d'ailleurs, le projet de cette laiterie, c'est vivre et faire vivre au pays, fixer de l'activité. Aujourd'hui, 7 fermes collectées en bio, on transforme 2,5 millions de litres de lait, dont 80% est en bio. Et comment on a fait ce développement? On l'a fait à travers les magasins bio, la restauration collective, la GMS, et petit à petit, en allant décrocher marché après marché, et on pouvait signer, nous, des contrats sur 5 ans. Nous, les contrats qu'on signe avec les fermes, ils sont sur 5 ans. Donc on a pu y aller progressivement, effectivement. Et alors, c'est extrêmement intéressant parce que depuis, donc, je suis aussi président de la commission restauration de l'agence bio. Je salue Julien qui prend note du compte-rendu sur son téléphone. On anime à travers cette commission restauration des échanges entre les professionnels, les services de l'État et les professionnels de la restauration. Justement, on a mené un travail d'évaluation de la capacité des filières bio à travers ces PME à répondre aux besoins des Crous de France sur une filière bien particulière, les pâtes et les céréales. Et on a fait des sondages flash et on a pu apporter de l'information qualifiée pour aider justement à la construction de futurs marchés. Donc on a des PME et des ETI en France qui sont capables de transformer et de fabriquer des pâtes bio sur le territoire. Et de répondre au volume de la restauration collective? Absolument, tout à fait. Donc je crois qu'on parle de 700 tonnes de pâtes et de 600 tonnes de céréales. Et en tout cas, pour passer les 20% en bio, aucun problème. Et pour faire plus, bien entendu. Donc quels que soient les territoires, il y a des ressources parce qu'il y a une envie d'apporter plus de bio aux enfants. Et généralement, quand on fait ce métier de transformateur bio, de groupement de producteurs bio, c'est qu'on a chevillé au cœur cette envie et voilà. Et on est motivé à trouver des solutions dès lors qu'on y va, plan d'action, méthodologie, formation, et on sait faire. Aujourd'hui, il y a des opportunités pour les transformateurs, les producteurs, justement, avec la restauration collective. Oui, complètement. Ce qu'on veut, les uns et les autres, c'est apporter du bio à tous les instants de consommation aux Français. Donc, bien entendu, le premier circuit de diffusion prioritaire, c'était le circuit des magasins bio, historiquement. Ce circuit se porte d'ailleurs très bien, il a retrouvé de la croissance, on est sur du 8% de croissance. La GMS est ensuite développée et la restauration hors foyer est arrivée tardivement. Alors, c'est un petit peu l'image que vous avez employée tout à l'heure, on a monté assez vite l'escalier. Et on a un taux de croissance qui est assez fort. Et donc, ça crée des opportunités parce qu'il y a cet engagement long terme et il y a la puissance de la commande publique qui donne de la visibilité. La plateforme, la coopérative Manger Bio Sud-Ouest que je préside, elle enchaîne les années à plus 25, plus 30% de croissance par an depuis 5 ou 6 ans. Donc c'est très significatif. 1600 tonnes, comme je le disais tout à l'heure, ça commence à compter. Alors pour augmenter la part du bio sur les fruits et légumes, il y a un programme qui permet aux collectivités de prendre en charge le surcoût qu'il pourrait y avoir en choisissant du bio via des financements financés par l'Union européenne. Ce programme s'appelle Fruits et légumes à l'école. Il s'inscrit dans le programme Lait et fruits à l'école. Et c'est ce programme que vous allez nous présenter, Michael Dubois. De quoi il en retourne? Oui, c'est ça. Donc, moi, là, aujourd'hui, je suis présent pour vous faire des économies et promouvoir donc, le programme Fruits et lait à l'école. Et fruits et légumes à l'école. Avant d'oublier, vous avez le stand qui est juste à côté pour avoir plus d'informations à la fin de la conférence. Donc, ce programme est financé par l'Union européenne pour soutenir la distribution de fruits et légumes frais aux élèves du primaire et du secondaire. Il faut savoir qu'il y a une enveloppe qui est dédiée à la France. En 2023, cette enveloppe était de 16 millions d'euros. Sur ces 16 millions d'euros, il n'y a eu que 50% qui ont été redistribués. Pourquoi? Parce que certainement les structures, les collectivités n'ont pas forcément connaissance de ce programme-là. Et donc je suis là pour vous le présenter. C'est assez simple à mettre en œuvre sur votre structure. Vous allez déjà vérifier que les fournisseurs en fruits et légumes avec lesquels vous travaillez sont bien référencés sur la plateforme France Agrimaire. En général, les fournisseurs qui sont présents aujourd'hui sur le salon, que ce soit Terre Azur, Saint-Prime, etc., sont tous référencés. Je vais dire aussi la COP Bio Île-de-France, vu que je les vois là. Donc, ils sont tous référencés sur la plateforme France Agrimaire. Ensuite, vous allez devoir faire une demande d'agrément, toujours sur cette plateforme, pour votre structure. C'est-à-dire que vous allez saisir les données, les identités de votre site, Siret, RIB, les moments de distribution. Il y a 3 moments de distribution. Il y a soit le matin, soit le midi, soit au goûter.
vous pouvez choisir qu'un seul moment de distribution. Autant vous dire que si vous avez un gros effectif, derrière, vous allez plutôt choisir le temps du midi. Sur le temps du midi, voilà. Et vous allez saisir aussi les effectifs moyens que vous avez sur l'année et le nombre de distributions. Ensuite, la mise en place du programme est assez simple. Il va falloir mettre en place les affiches obligatoires sur tous les sites. À l'entrée de chaque école, vous avez une affiche qui est disponible sur le site France Agrimaire que vous allez imprimer en A3, plastifier et mettre à la vue des parents d'élèves. C'est très important, c'est obligatoire. Et derrière, sur vos menus, les menus qui sont affichés, pareil, vous allez devoir identifier tous les fruits et légumes qui sont subventionnés par le programme européen Fruits et légumes à l'école. Donc, si je prends l'exemple de Saint-Denis, sur le menu, on met un petit astérix, on va mettre, je sais pas, concombre, astérix, et à la légende, il y a marqué subventionné par le programme Fruits et légumes à l'école. Voilà. Donc ça, pareil, c'est très très important. Ensuite, derrière, vous allez faire votre demande de paiement. Il y a 3 périodes de distribution qui correspondent en général à un trimestre, de novembre, octobre-novembre de la rentrée jusqu'à juillet de l'année suivante. Et pour faire cette demande de paiement, vous allez indiquer le nombre d'élèves qui ont été bénéficiaires des fruits que vous avez proposés. Vous allez joindre les menus que vous avez faits durant ce trimestre. Et vous allez aussi envoyer le récap fournisseur. D'accord ? Les fournisseurs qui sont référencés ont pour obligation de vous envoyer le récap de vos achats. D'accord ? Ensuite, vous avez 3 mois à la fin de cette période pour faire votre demande de paiement. Sur Saint-Denis, on a choisi donc de mettre en place le programme sur le temps du midi. Ça nous permet d'être subventionné de 40 à 50% pour tous les fruits sous signe de qualité qu'on met. Sous signe de qualité, ça va être le bio, le label rouge, les IGP. D'accord ? On est subventionné de 40 à 50%, ce qui est énorme. Si vous choisissez la période du matin ou la période du goûter, c'est subventionné à 100% et vous pouvez également mettre en œuvre des fruits et légumes conventionnels. Okay ? Si j'ai un conseil à vous donner, c'est parce que sur Saint-Denis, maintenant, ça fait quelques années qu'on est dans le programme, c'est de dédier une personne au suivi des différentes actions que vous mettez en place. D'accord ? C'est-à-dire une personne qui va suivre votre comptabilité, qui va suivre les demandes de paiement, qui va faire le dossier d'agrément, etc. Vraiment une personne dédiée, très important. Il ne faut pas oublier que vous avez aussi un risque de contrôle. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas correctement les données, vous avez un contrôleur qui peut venir. Ça a été l'exemple en novembre dernier sur Saint-Denis. On a eu un contrôleur qui est venu, qui a vérifié tous nos bons de livraison, nos factures, qui s'est rendu sur les sites pour vérifier s'il y avait bien les affichages réglementaires. Voilà. Et en cas de non-conformité, vous pouvez avoir donc une demande de remboursement, mais également une pénalité. Le programme, par rapport à il y a quelques années, c'est quand même vachement simplifié. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup d'administratifs. Il fallait mettre en place une mesure éducative à destination des enfants. Si vous voulez, vous pouvez toujours la faire, mais il n'y a plus besoin de justifier. Avant, on demandait de justifier. On sait très bien, on travaille tous dans le milieu de la restauration collective, c'est toujours un peu difficile de se procurer les données du terrain, les données des enseignants, etc. Et donc, ça s'est simplifié. On n'a plus besoin de le faire. On n'a plus besoin de justifier les actions pédagogiques à destination des enfants. Voilà, donc c'est un vrai levier d'économie qui va vous permettre, donc, d'une, de faire des économies et de deux, d'augmenter votre taux Egalim. Sur Saint-Denis, actuellement, au niveau Egalim, on est à un peu plus de 50% et on est à 30% de bio. Voilà. Et en quoi, justement, cet outil permet finalement d'augmenter la part de bio dans l'appro ? Ça va vous permettre donc d'acheter plus de bio parce que vous allez recevoir cette fameuse subvention, forcément. Donc la subvention va combler l'écart qu'il y a entre un produit conventionnel et un produit bio. Voilà. Important, évidemment. Vous avez, vous, justement, puisque voilà, vous avez cette casquette à Saint-Denis, un exemple concret à nous soumettre, à nous livrer, à nous partager ?
Un exemple concret, c'est-à-dire? Bah, justement, de ce que voilà, la part d'un produit, par exemple, un fruit ou un légume, aujourd'hui que vous faisiez en conventionnel, que vous pouvez faire aujourd'hui en bio grâce à ce programme. Bah, nous, au niveau des fruits et des légumes, déjà, on fait en sorte de mettre un maximum de fruits en dessert en bio sous signe de qualité, hein, parce qu'on peut aussi avoir des kiwis IGP, etc. Et faire aussi les entrées un maximum en bio. Attention, il y a quand même une petite chose à savoir, c'est que dans vos menus, ne mettez pas, par exemple, concombre à la crème. Non, il faut que ce soit mis sans assaisonnement. Bien sûr, l'assaisonnement, après, on sait très bien qu'il sera mis sur les produits au moment du déjeuner, mais sur les menus, ça doit être sans assaisonnement. D'accord? Si vous mettez des fraises bio, n'allez pas mettre fraises bio sucrées. Ok? Juste fraises bio. Voilà. Le petit conseil, voilà, le petit plus. Hein. Et si vous souhaitez en savoir plus, hein, Michael, évidemment, vous l'avez rappelé. Il y a le stand juste là. Juste derrière le beau stand fruits et légumes à l'école, voilà, pour avoir plus d'infos et pourquoi pas échanger également avec Michael sur quelques astuces. Il nous reste 5 minutes max avant le trophée des exposants. Je voulais vous donner la parole si vous avez des questions ou pourquoi pas des commentaires, monsieur. Oui, monsieur Sautel, j'étais président de l'AJ. On a parlé tout à l'heure des lycées et collèges. Je travaille encore pour l'AJ. On est 7000 établissements lycées et collèges publics. Et ce qui nous retient sur le bio, ce n'est pas tant la volonté, mais c'est plutôt le prix. Le bio est quand même nettement plus élevé. Alors, certaines collectivités participent, c'est bien, mais pas toutes, si vous voulez. Donc, il faut qu'on trouve cela. D'autre part, pour ce qui était de la agrimaire, des subventions pour fruits et lait à l'école, c'est très intéressant. Pour moi, il me semble, plusieurs collègues nous remontent, que c'est un peu une usine à gaz et que si on n'utilise pas tout ce qui nous est donné, c'est que c'est vraiment compliqué au niveau administratif, le suivi, les demandes. C'est presque, il faut, comme vous avez dit, presque une personne. On n'a pas automatiquement, on n'arrive pas automatiquement à suivre. Dans les petits collèges ou autres, ils ont du mal à réaliser cela. Donc, plus de simplification, ça serait très bien. Alors, il y a deux questions en fait. Hein. La première, Thomas, peut-être pour vous, Thomas Brezas, sur le coût du bio, coût supplémentaire à intégrer. Oui, à produit égal. Et si vous ne faites que switcher un produit conventionnel chimique vers un produit bio, il y a un surcoût, évidemment. Ce qu'on observe, parce qu'on a quand même un petit peu de recul, je citais tout à l'heure les 271 labellisés en Nouvelle-Aquitaine, qui nous remontent tous les ans leurs achats. Ce qu'on observe, c'est que, il n'y a pas de lien de corrélation entre niveau d'introduction de bio et coût matière du repas. Pourquoi? Parce qu'on ne se contente pas, quand on fait ça, d'introduire le bio. Le bio, c'est un ingrédient dans un cocktail d'une démarche. Et cette démarche, elle va sur des produits de saison, plus de circuits courts, moins de gaspillage, travail des portions, végétal versus animal, etc. C'est ce qui fait que même des établissements à 70%, comme je le citais tout à l'heure, ils arrivent à rester sur du 2,25, 2,30. Après, ça dépend des dotations qui leur sont données. Et ensuite, c'est des choix politiques pour amorcer la pompe. L'établissement, la crèche que je citais hier soir, l'agglomération, elle a décidé de mettre 50 centimes de coupe portion de plus. Et c'est un choix résolu pour entraîner des transitions. Voilà. Bien sûr. Voilà, en tout cas, c'était intéressant. Merci pour cette question. La deuxième question portait justement sur le programme fruits et légumes à l'école. Sur la simplification, vous l'avez dit, Michael, c'est déjà en cours. Oui, non, mais c'est effectivement, il y a quelques années, c'était vraiment une usine à gaz. C'est peut-être pour ça que ça en a effrayé certains. Et ils ont peut-être eu une mauvaise expérience où ils ont créé les dossiers et derrière, ils n'avaient pas les subventions. Voilà, ils avaient un petit peu les boules. Enfin, voilà. Ils n'étaient pas forcément satisfaits. Et donc ça, effectivement, c'est peut-être un frein. Mais comme je vous l'ai dit, le programme au niveau administratif, c'est vachement simplifié. Donc il ne faut pas hésiter à remobiliser les troupes pour faire pour apporter des données à France Agrimaire et toucher les subventions. C'est vraiment un levier d'économie. Ce que je vous propose, c'est éventuellement justement d'aller poursuivre la conversation sur le stand fruits et légumes à l'école. Si vous avez d'autres questions, peut-être voilà, un peu plus techniques ou plus personnelles, Michael, évidemment, et toute l'équipe d'Interfel se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci à tous les trois. Merci infiniment d'avoir partagé vos retours d'expérience voilà, sur du bio à la cantine. On peut les applaudir. Merci beaucoup.